Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format long du Canap. Dans ce podcast, je reçois des personnes qui ont un vécu à partager, en lien de près ou de loin avec la santé mentale. Ce sont parfois des professionnels du soin, parfois des entrepreneurs, parfois juste des humains qui ont traversé des galères comme vous et moi. Mais toujours des voix vraies avec quelque chose à transmettre. Pour ce tout premier épisode, je suis très heureux d'accueillir Aude. Aude est entrepreneur et cofondatrice d'Oralima, une plateforme autour du design humain. Mais au-delà de ça, c'est une amie très chère et c'est en grande partie grâce à elle que j'ai eu le courage de lancer ce projet. Par ses conseils, ses mots toujours justes, son écoute, son exemple aussi, elle m'a aidé à dire « Ok, lance-toi, fais-le à ta manière ». Aujourd'hui, on va parler ensemble de son parcours, de ses projets, de son rapport à l'anxiété, de ce que ça veut dire pour elle d'entreprendre en restant alignée avec qui elle est. Installez-vous bien et bienvenue sur le Canap. Salut Aude. Hello. Ça va? Oui, merci beaucoup. Je suis trop contente d'être là et puis que le projet existe depuis le temps qu'on en parle. Ouais, à Merci fond. infiniment. À fond. En tout cas, je suis trop content. Ça avait beaucoup de sens pour moi de t'avoir ici. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'inaugurer ce format avec toi. Ouais, pareil. Voilà. Plaisir partagé. Alors du coup, là, je t'ai présenté un petit peu dans les grandes lignes. Est-ce que tu veux approfondir? Est-ce que tu veux me parler de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui en quelques mots? Avec grand plaisir. Moi, je suis la cofondatrice d'Oralima, comme tu l'as dit. Donc, j'ai une entreprise sur le design humain. Donc, c'est un mot un peu barbare, le design humain. Mais c'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil d'alignement. Donc, forcément, ça me parle aussi beaucoup ce que tu fais au niveau de cet alignement. Enfin, tu parles beaucoup d'alignement et en fait, pour moi, c'est ça aussi le design humain. Et puis, en fait, je suis en ligne depuis bientôt 3 ans au moment de la formation sur l'outil de connaissance de soi. Et avec Natacha, mon associée, on a très à cœur de justement suivre plein de personnes dans le développement personnel, sur la santé mentale ou pas forcément. On a aussi beaucoup de gens dans le milieu du bien-être. Et puis, c'est vrai qu'on travaille avec cet outil pour l'ajouter à peu importe le métier, mais justement pour s'aider à comprendre qui on est et comment est-ce qu'on fonctionne. Ok, fantastique. Et du coup, donc tu dis que c'est des formations, c'est pour les gens qui veulent transmettre à d'autres ou pour les gens vraiment pour eux-mêmes? Alors, on a vraiment 2 cas de figure. On a la personne qui a envie d'ajouter ça à son corps de métier. J'ai envie de dire, c'est une nouvelle corde à son arc. Et puis, on a aussi les personnes qui sont curieux, qui adorent se découvrir et qui le font pour eux. On a aussi des personnes qui se sont dit, ah tiens, moi, je vais l'ajouter à mon métier. Et au final, elles se sont rendues compte qu'elles aimaient tellement ça qu'elles l'ont fait de manière personnelle. Donc, on a vraiment plein de cas de figure différents. Ok. Et du coup, tu m'as dit donc ça te parlait par exemple le projet du Canap avec tout ce qui est lié à la santé mentale, le bien-être, l'anxiété, etc. C'est quoi le lien un petit peu direct que tu ferais entre le design humain puis tous ces sujets liés à la santé mentale, au bien-être, à la façon de prendre soin de soi? Moi, pour moi, le design humain, ça a vraiment changé ma vie parce que ça arrivait à un moment dans ma vie où j'étais complètement paumée. Souvent, à l'époque, j'étais pas du tout encore dans l'entrepreneuriat et puis souvent, je regardais autour de moi, je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, je me sentais pas du tout alignée, comme on dit, je me sentais paumée quoi. Et puis le design humain, ça m'a vraiment aidée à me réaligner et puis surtout à trouver mes forces et mes talents. Et ça m'a énormément soutenue et je pense que ça m'a donné le courage là. Donc c'est aussi pour ça que c'est un outil qui est cher à mon cœur aujourd'hui. Donc c'est une méthode en fait que tu as déjà testée sur toi? Exactement. Et puis vu qu'elle t'a convaincu, tu t'es dit bon, il y a moyen de le transmettre à d'autres, d'en faire un business, de développer ça en fait. En fait, ça m'a tellement confortée et en fait, j'étais hyper excitée quand j'ai découvert ça. Je me dis purée, mais en fait, ça répond tellement à mes questions. Ouais. Et puis en fait, j'ai aussi partagé avec Natacha, je l'appelais presque euphorique en disant mais regarde, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Et puis en fait, à force de le faire aussi sur notre entourage, on se dit il y a vraiment un truc à faire avec ça. Et puis à l'époque, en 2020, c'était pas du tout connu en francophonie. Ça a commencé aux États-Unis et je me suis dit oh là là, il faut vraiment que je puisse partager ça avec des gens parce que ça m'a tellement aidé et que j'ai envie de le transmettre aussi à mon tour. C'était qui la Aude d'avant Oralima? Oh là là. C'est même un truc qu'on en a parlé peu en privé en plus. Mais après, sans que ce soit peut-être forcément personnel, mais je veux dire, tu vois, tu dis un avant-après. Je sais pas, un peu dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu faisais avant? Comment c'était quoi le design humain avant Oralima? Parce que je sais que t'as amené une grande contribution au design humain en francophonie. Parce que vous étiez un peu les premières. Mais du coup, toi, à titre personnel, il y avait une toi avant tout ça. Vu que ça t'a changé, vu que c'est devenu ton travail à plein temps, etc. C'est pour ça que voilà, je me pose la question, c'était qui la Aude avant? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, quand tu m'as posé cette question, je me suis vue dans une boîte.
Ok. Je me suis vraiment vue enfermée, si tu veux. J'étais conditionnée. J'avais l'impression que je voyais pas qui j'étais. J'avais aucune perspective sur mes talents, sur ce que je pouvais apporter, sur ce que je foutais ici, en fait. Ouais. Et je crois que ça m'a... si tu veux, le design humain, il est aussi arrivé à une période de ma vie où j'ai eu des difficultés au niveau de santé. Donc, je pense que la difficulté que j'ai eue à travers ma santé, plus cette perte d'identité, ça m'a aussi beaucoup... évidemment que ça m'a parlé, parce que du coup, ça m'a... Si tu veux, c'était comme si on avait stabilo-bossé des choses, les événements, en me disant, regarde, en fait, t'es capable de faire ça. Ouais. Et puis avant, j'étais comme enfermée et je voyais pas les choses, en fait. Ouais. Dans une... je crois que c'était un live ou une vidéo que j'ai fait. Ouais, c'était un live que j'avais fait. Je sais pas si t'as entendu, je lui disais, il y a 1 milliard de méthodes pour 1 milliard de personnes différentes. Et du coup, toi, t'étais un peu dans le même schéma où et c'était genre, tu cherchais, t'as testé des trucs et c'est un petit peu le truc qui a le mieux contribué à aller mieux ou à sortir d'une boîte, par exemple. Ouais, exactement. En fait, j'ai dévoré plein de livres sur le développement perso. J'ai aussi entamé une psychothérapie de mon côté. J'ai testé plein de choses. En plus, je suis une curieuse, donc j'adore aller chercher. J'ai aussi testé plein de trucs, même des fois un peu, étonnants, tu vois, genre des chamans. Ouais. Vraiment de tout, tu vois. Autant le conventionnel médecin que, je me suis vraiment ouvert à plein de trucs. Et puis ça m'a vraiment parlé. Et en fait, ce que j'ai adoré avec cet outil, c'est que c'était pas quelque chose d'enfermant. Il y avait pas une méthode, ou il y avait pas une possibilité. En fait, c'est que chaque personne avait ses propres informations. Et ça m'a plu parce que souvent, c'est ce qui m'embête un peu dans ce truc du développement perso, c'est que t'as l'impression qu'il y a qu'une méthode. C'est comme la confiance en soi. Il n'y a pas une confiance en soi, t'en as plein de confiance en soi. Et puis, du coup, j'étais paumée avec ce truc. Enfin, en mode, c'est quoi avoir la confiance en soi? C'est de mettre devant ton miroir et dire « Ah, trop bien, je suis hyper forte aujourd'hui. » Ouais. Et en fait, ça me convenait pas. Pour moi, c'était trop basique. Ouais, c'est vraiment une dégaine pas de thérapie sur mesure, mais après on développera un peu plus le sujet au Ralima, mais en tout cas comme je le perçois, c'est pas une formule magique, c'est pas comment dire, c'est pas une méthode, une formation qui te fait faire qu'une seule chose pour résoudre un seul problème. Étant donné que c'est du sur-mesure, c'est en fait une personne qui va commander entre guillemets une formation ou un design humain, ça va pas être le même que celui d'un autre. Exactement. Voilà. En fait, moi, j'ai envie de dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau de le développement perso en général. Ok. Moi, ça va pas être le gâteau en entier dans le sens où ça doit venir te soutenir, ça doit jamais être enfermant. Ok. En tout cas, pour ma part, j'ai pas envie de lire quelque chose en disant, toi, t'es pas capable de faire ça ou t'es capable de faire ça ou tu dois le faire comme ci ou comme ça. Au final, j'ai l'impression que tout est adaptable. Ouais. Ça va dépendre aussi de ton pattern, de ce que t'as vécu, de tes traumas. Enfin, ça dépend de tellement de choses. Et puis, c'est ça aussi qui m'a beaucoup parlé dans l'outil. Il y a beaucoup de nuances du coup. Exactement, c'est des nuances. On va revenir un peu plus sur toi, en fait, plus personnel. Alors donc Auralima, c'est vraiment ton projet, enfin le projet que tu as co-créé avec ton associé. Maintenant, à titre plus personnel, parce que voilà, c'est le canap, à la base, c'est un projet, c'est mon trouble anxieux qui m'a un petit peu poussé à créer ce projet pour le partager aux autres. Puis voilà, j'ai eu la chance de partager déjà avec toi, vu qu'on est amis. Mais dans le processus d'entrepreneuriat, surtout que c'est lié vraiment à un domaine de la santé, c'est lié pour l'autre, quelle a été l'influence positive ou négative dans ton parcours, peut-être avec Auralima, sans Auralima, etc., mais dans tout ce parcours entrepreneur, dans cette quête de réussite, et puis apparemment tu t'en sors très bien, quel a été le rôle de l'anxiété dans ce cheminement en fait? Ouais, je vais t'avouer qu'au début, l'anxiété, ça m'a bloquée. J'avais l'impression que j'étais pas forcément capable de faire des choses. Ça a été assez enfermant pour moi. Et puis en fait, l'entrepreneuriat, ça m'a aussi donné des ailes. Parce que j'ai testé plusieurs petites choses les unes après les autres. J'ai pu commencer à mettre des trucs en place et je me disais, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Et en fait, ça m'a donné une confiance en moi que j'aurais peut-être pas pu... En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un outil de développement perso. Moi, j'ai l'impression que c'est le truc l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ce qui m'a le plus aidé à me développer. Parce que toi, t'as été employé. Exactement. Donc, t'as eu un passage entre les deux, ouais. Ouais, c'est ça. Et tu vois, quand t'es employé, t'as ce côté où t'es finalement, je te disais avant que j'étais dans ma boîte, j'étais dans une boîte, tu vois. J'étais enfermée dans ma boîte et puis t'as aussi des règles, t'as des choses à faire, t'as des choses à donner et puis en fait, t'as toujours, en tout cas moi, j'avais toujours quelqu'un au-dessus de moi.
Ouais. Donc il y avait des comptes à rendre. Et en fait, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, t'es tout seul et en fait, tu dois te foutre des coups de pied au cul. Il y a pas trop d'autres choix. Et puis surtout, quand c'est de ta faute et quand tu merdes ou peu importe, c'est toujours en fait à toi de te remettre en question. T'as plus d'excuses en fait. T'as plus aucune excuse. Et je pense que aussi avant, dans mon anxiété, etc., je me trouvais beaucoup d'excuses. Ouais. Et ça m'a permis, si tu veux, de prendre du recul et de voir comment je fonctionnais. Ouais. Donc ça m'a aidé aussi dans ce sens-là. Ouais, c'était vraiment, c'est vraiment le dépassement de soi pur et dur en fait. C'est ça. C'est que tu peux plus attendre de personne à part toi-même. Donc en fait, toi tu penses que l'anxiété, elle peut, enfin la guérison ou le fait d'apprivoiser l'anxiété, ça dépend que de soi, que de la volonté. Après c'est un peu pente glissante de dire ça. Ça dépend des gens, mais ça peut être ultra culpabilisant, je pense. On peut dire ça. À mon avis, on a un peu tous des formes d'anxiété différentes, et puis on a aussi plein de formes différentes de dépasser. Et moi, je sais que à chaque fois que j'ai dépassé mon anxiété, c'est quand je me suis poussée en avant. Ouais. Et puis en fait, quand je me suis rendu compte que c'était pas si dangereux, en fait, à chaque fois, j'ai dû m'exposer à ma peur pour la désamorcer. Ouais. Et puis ça demande du courage, tu vois. Et des fois, on n'a pas forcément la capacité de le faire. Et c'est pas parce qu'on est faible, c'est juste qu'on a plein de choses qui sont en place. Voilà. C'est vrai que le fait c'est vraiment ce que j'ai compris, c'est le truc de me dire, là, t'es confronté. Donc, je sais pas si y a déjà des gens qui t'ont dit. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Quand t'es entrepreneur, des fois, aux yeux des gens, il y a une certaine admiration en disant t'as osé te lancer, t'as ton compte ou machin. Puis quand tu leur parles ouvertement, par exemple, de tes troubles ou de tes doutes et tout, les gens ils tombent des nues. Ils sont en mode mais j'aurais trop pas dit. T'as l'air d'avoir trop confiance en toi et tout. C'est un truc qui t'est déjà arrivé, comme moi, qu'on tombe des nues que t'as des failles entre guillemets. Non, mais à 100%. En fait, nous, pour la petite histoire avec Nat, on fait beaucoup de masterclass en live. Et puis, si tu veux, on faisait de la pub pendant plusieurs semaines, et ça nous est arrivé parfois d'être en live devant 700 personnes. Et moi, j'avais une trouille, mais vraiment, il y a des fois où 2 minutes avant le live, Nat, elle veut confirmer, hein. Je dis, mais meuf, je vais me casser. on annule tout. Rien à faire ici. On va trouver une excuse et en fait, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je m'inflige? Et vraiment, c'était la vraie torture interne. C'était hyper difficile. Et après, ça n'a pas été facile. Et du coup, là, ça a fait un peu sens. Du coup, tu l'as fait, par exemple. Exactement. Et donc, c'est de là que vient un peu aussi ce côté se botter le cul, en fait. Ouais. Donc, tu t'es botté le cul, ça s'est bien passé, et puis... En fait, si tu veux, j'ai vécu ça une première fois, rien à voir avec l'entrepreneuriat. C'était... j'ai toujours eu ultra peur de l'avion quand j'étais plus jeune. À partir de mes... En fait, j'ai eu de l'anxiété assez jeune, je dirais autour des 10-12 ans. Et puis, j'ai commencé à avoir ce profil un peu anxieux. Et j'avais une peur bleue de l'avion, sauf que moi, j'adore voyager. Vraiment, j'ouvrais la map et tout, je voyais les États-Unis, l'Asie, j'avais vraiment... Des bonnes heures d'avion, bien... Ouais, voilà. Donc du coup, c'était pas trop compatible avec mon anxiété. Si tu veux, cette envie viscérale de voyager, puis l'anxiété qui venait par-dessus. Et je me suis dit, en fait, la seule solution, c'est d'y aller. Donc j'ai réservé toute seule des billets d'avion à San Diego, et en fait, je suis partie toute seule. Le courage. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule dans cet avion. Une fois que j'étais à San Diego, je me dis, c'était pas si pire, quoi. C'était pas tout ce que j'avais imaginé, c'était voilà. Mais je sais que ça, c'est pas, tout le monde n'a pas cette manière-là de fonctionner. Et puis mais c'est en fait ça a du sens par rapport à ce que tu disais. C'est que c'est aussi les envies et c'est aussi cette quête de liberté, un peu comme l'entrepreneuriat et tout, de avoir envie de se botter le cul. Mais en fait, c'est assez intéressant parce que, alors moi, j'ai pas autant l'envie de voyager que toi. Alors, je pense que j'essaie de me convaincre que j'aime pas le voyage parce que j'ai peur du voyage. Et je pense que le jour où j'y goûte, ça va être open bar. Mais, dans d'autres circonstances, il y a des choses que je faisais pas ou que j'évitais parce que je voyais pas ce que j'allais obtenir. En fait, je voyais que le mauvais côté. Même, je veux dire, un petit voyage, je veux dire, prendre la voiture pendant 5 heures de route pour aller au bord de la mer ou dans un domaine en Italie. Je voyais pas les spritz et puis la pizza et puis les trucs. En fait, je voyais tout ce qui se passait mal. Et il y a un truc qui a beaucoup changé parce que moi, j'ai essayé aussi la méthode de dire, je me botte le cul. Tu sais quoi, tu te forces et tu fais. Et j'ai l'impression qu'il y avait un moment pour tout, parce qu'il y a aussi des moments où je me suis dégoûté. Et puis, un jour,
En fait, c'est plein de petites choses mis bout à bout, peut-être une meilleure hygiène de vie, un bon moment dans la thérapie, une bonne méthode, etc. Dans ma tête, l'envie était plus forte que la peur. La peur était encore là, mais j'ai l'impression que l'envie, elle se montrait un petit peu en se disant, bah ouais, ça peut quand même être stylé. Et c'était un peu le coup de pouce qui m'a poussé à tester, de me prouver à mon cerveau que ça se passait bien, puis après de toujours aller plus loin, quoi. Ouais, moi je pense aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que je suis très curieuse et j'ai besoin de comprendre les trucs. Et en fait, je me disais, mais cette anxiété, elle me gâche la vie, même physique, parce qu'au bout d'un moment, toi aussi, en fait, t'as des mots, même physiques. Ouais. Et c'est pas dans la tête. Enfin, ça va beaucoup plus loin. Et puis, en fait, à force d'être curieux, de poser des questions, aussi d'être suivi en thérapie, j'ai compris que c'était mon cerveau aussi qui m'amenait beaucoup à ce confort-là, à te conformer dans ce confort et puis à jamais te pousser plus loin. Et puis en comprenant ça, je me suis dit, je vais essayer de pas me faire 100% balader par lui, par mon mental, et puis de voir comment est-ce que j'arrive moi aussi à reprendre la liberté. Ouais. Et je pense que la liberté, c'est vraiment ma valeur numéro 1, ma valeur fondamentale. Puis c'était tellement plus fort que tout que j'ai eu envie, en fait, de transcender ce truc, tu vois. Ouais. Et puis j'ai aussi compris un truc, c'est que il faut réussir à jongler un peu entre, parce que il y a se faire violence, c'est cool, mais en fait, tu peux te faire du mal aussi. Ouais. Donc, faut faire attention. Et puis, je trouve que il y a une image qui m'a beaucoup aidée. Si tu veux, c'est l'image d'un noyau. En fait, t'as ton noyau de confort qui est là, et ton cerveau, il va tout faire pour te garder bien au chaud dans ton petit noyau de confort. Ouais. Et puis, en fait, quand tu vas vouloir mettre un pied sur la couche supérieure de ce noyau, parce que le noyau il peut grandir, t'as envie d'aller un peu plus loin. Il va tout faire pour te dire, en fait, reste dans ce confort. Et puis moi, je me suis rendu compte que quand j'avais dépassé de façon pas trop violente cette zone d'inconfort, au bout d'un moment, c'est devenu confortable. Ouais. Et puis mon noyau de confort, il était un peu plus grand. Et puis au fur et à mesure, il était de plus en plus grand, et c'est là, en fait, où j'ai arrivé à me surpasser. Ouais. Donc, tu vois, c'est aussi des petits pas au quotidien, finalement. C'était un peu tu l'as ressenti pareil quand t'as lancé Oralima? Exactement. Ouais. Ouais. T'as eu des doutes de lancer Ah non, mais au début, je n'osais même pas me mettre ma photo sur Internet. Ok, ouais. Donc, tu vois, après, c'est passé sur les réseaux. Après, un moment donné, j'ose discuter avec toi sur un podcast avec. Ouais. Et puis aujourd'hui, j'ai plus le cœur à 200 à l'heure. Mais il y a encore 8 mois, j'avais plus à 200. Et la peur, c'était quoi? Mais c'était en fait, j'avais si tu veux, c'est comme si mon corps, il était complètement en panique, et puis. Non, je dis, qu'est-ce qui te faisait peur dans le fait de te lancer? Je pense que c'était beaucoup relié au regard des autres, le fait de pas être assez bien, le fait de faire faux, le fait de partager aussi, qui je suis pour, ce fameux syndrome de l'imposteur. Mais en fait, quelle est mon histoire et pourquoi est-ce que je vais apprendre quelque chose, pourquoi est-ce que les autres vont apprendre quelque chose de moi. Puis Internet peut être cruel. Eh oui. Ça aussi. T'as été, quand t'as passé le cap, puis tu t'es dit, je vais montrer ma tête. Ça a été bien réceptionné? Enfin, je veux dire, que ce soit en face, ou est-ce que t'as été soulagé, en fait, des retours que t'as pu avoir, ou des retours que t'as pu avoir? Bah ouais, justement, en fait, j'ai rencontré des gens incroyables, et puis on a eu des retours géniaux, et c'est ce qu'on discutait en off aussi. C'est que souvent, ce qui est hyper étonnant, c'est que c'est des gens que tu connais pas. C'est pas forcément tes proches. J'allais rebondir dessus, en fait, justement, je pensais exactement la même chose. C'est vrai que c'est assez dingue, hein. Le monde est vaste, et puis des fois on est plus soutenu par des gens qui ne connaissent pas alors après il y a peut-être un peu de jalousie derrière Oui, après je pense peut-être que si l'histoire elle va peut-être plus résonner à quelqu'un qui a vécu, toi je pense que t'as aussi vu des gens qui viennent se confier à toi. Moi parfois aussi j'ai reçu des messages hyper touchants, des personnes qui t'expliquent en fait ce qu'ils ont vécu, et puis tu te dis en fait t'es pas tout seul. Ouais les bons côtés d'internet par rapport à tout ça. Donc c'est un peu une discussion un peu chronologique, mais ça tombe bien. Il y a eu un peu l'avant Aude, il y a eu Oralima, t'as trouvé un peu les méthodes qui t'ont fait du bien, t'as appris à te connaître, tu vois, t'évolues, je pense, hyper vite, vu que tu disais, par exemple, il y a 8 mois, t'aurais eu la pompe qui allait à 12 000 et là maintenant plus, donc il y a une évolution. Est-ce que aujourd'hui, t'arrives à, dans cette quête de liberté, cette quête de mieux-être, t'arrives à dire, qu'est-ce que c'est pour toi vivre aligné
Alors après, on n'a pas tous la même définition de aligné, mais je vais pas trop te donner la mienne pour peut-être voir qu'est-ce que t'en penses, mais voilà, est-ce que soit tu l'as atteint ou est-ce que t'as déjà une perception de ce que c'est vivre aligné? Bon, déjà, alors pour moi, être aligné, c'est jamais, tu pourras jamais être 100% aligné. Pour moi, c'est une quête impossible. Et puis, je pense que si tu cherches l'alignement, tu l'atteindras jamais. C'est un peu comme chercher le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que ça existe vraiment? Ouais. Et en fait, je pense que si tu veux, dans tout ce que tu fais dans ta vie, peu importe que ce soit dans tes expériences, dans tes talents, dans tes valeurs, t'as toujours une notion un peu plus de noir et un peu plus de blanc. Enfin, t'as toujours deux opposés. Et puis en fait, moi je pense que l'alignement c'est dans ta vie. Enfin, j'aime bien parler de couleurs parce que à la base je suis aussi graphiste donc ça me parle bien. Mais en fait, c'est toujours être dans la nuance de gris en fait. Toujours, c'est un peu un thermomètre où t'as ni trop chaud ni trop froid et puis t'es toujours agréable avec un peu tous tes paramètres. Ouais. Ah, c'est chiant les nuances. J'aime pas les nuances. je sais que j'en ai grave besoin. Moi, ça me rassure. C'est nul parce que ça me rassure, soit tout blanc, soit tout noir, tout dans les extrêmes. Et en thérapie, mes thérapeutes sont toujours venus sur le sujet. Ah, monsieur Barman, faudrait faire preuve de nuance. Ça me casse les couilles. Mais ils ont tellement raison, en fait. Et dès que j'ai commencé à goûter un peu à cette nuance, à essayer de pas être extrême avec les gens, dans ses décisions, pas faire des choses impulsives, bah c'est vrai que ça réussit beaucoup. Mais il y a un sentiment de peur quand on parle de nuances, parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de sécurité dans une décision qui a des nuances. On est un petit peu entre deux, on a l'impression de moins être sûr sur l'avenir en fait quand on parle de nuances. Ouais, et je pense aussi que la nuance, si tu veux, j'ai l'impression que quand t'es anxieux, t'as peut-être aussi une sensibilité que d'autres n'ont pas. Ça, c'est aussi ma vision. Et en fait, j'ai l'impression que les êtres sensibles, comme j'ai envie de me considérer, qui sont, en fait, moi, je suis intense dans tout. Tu vois, j'ai besoin de passion. Quand je m'ennuie vraiment. Quand je suis passionnée en truc, je suis passionnée en truc vraiment, tu vois. En fait, je pense que je vais chercher aussi ça tout le temps. Je vais tout le temps essayer d'aller trouver le truc qui va me faire péter le cerveau et tout. Mais en fait, la nuance, c'est chiant, tu vois. Alors, d'un côté, c'est aussi ce qui nous fait là. Parce que quand on va être triste vraiment. Quand on va être angoissé, on va vraiment être angoissé. Ouais. Et puis, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. C'est que moi, j'ai eu pas mal de coups durs. Et en fait, j'avais toujours l'impression que tu pouvais être dans la vague et dans le creux hyper bas. Ouais. Mais en fait, j'avais jamais compris que tu pouvais aussi être hyper haut et tu pouvais être trop haut. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai un peu appris à nuancer ça. Ouais. J'ai un très bon ami à moi. Un jour, on était là à boire des bières puis discuter. Et puis, alors je vais peut-être pas retranscrire sa théorie pile poil, mais moi j'avais bien aimé. C'est quelqu'un qui a la croyance que tout est cyclique. Tout est cyclique en fait, et que tout, si tu prends une échelle avec une courbe, tout ce qui se passe mal va se passer bien à la même intensité à un moment donné, en fait. Par exemple, si tu prends un truc purement mathématique, que tu as une ligne et puis que tu as une courbe de si ça se passe bien ou pas, si tu as quelque chose qui se passe mal à moins 10, ben un jour ou l'autre, ça va récompenser à plus 10. Et il croit en un équilibre constant, en fait. Et il dit, même si ça va tout le temps bien dans ta vie, à un moment donné, c'est quasi impossible. Il croit toujours au fait que ça va retomber. Puis inversement, quand t'es tout en bas, t'auras un moment où t'auras autant de bien que ce que t'as eu de merde. Et puis ça m'avait parlé, je trouvais que c'était une bonne philosophie de vie. Alors surtout quand t'es en bas, parce que tu sais que tu vas t'attendre à une remontée de la courbe. Toi, ça te parle un peu ça? En fait, moi, c'est marrant parce que voir des choses comme ça me met un peu d'anxiété, tu vois. De me dire, si je suis hyper bien maintenant, qu'est-ce qui va me tomber il y a aussi l'autre côté, la gueule. Et en fait, c'est un peu ça mon problème. J'ai toujours l'impression que j'ai une épée de Damoclès. C'est un peu mon trigger, tu vois. Ouais. Quand ça va trop bien, tu te dis, bon, c'est quoi que ça va me tomber c'est quoi que ça va me tomber dessus? Ouais, exactement. Et c'est pour ça aussi que j'ai cette nuance qui a été importante pour moi. C'est de me dire, en fait, des fois, il peut se passer des trucs hyper durs et hyper bien. En fait, c'est aussi comme c'est ton monde intérieur. Oui. C'est comment est-ce que tu vas gérer ce truc. Ouais. Dans la nuance en fait. Après, si tu vois cette histoire de courbe, si tu la vois peut-être du côté positif, tu dis peut-être t'as commencé à avoir de la merde. Après t'as quelque chose de très très bien. En fait, toutes ces expériences, elles te permettent à faire en sorte que les pics soient moins écartés en fait. Qu'après, peut-être t'as un petit peu moins d'embrouille
et puis du coup t'as un petit peu de bonheur, et le but justement c'est d'avoir une très bonne stabilité. Et comme t'as dit tout à l'heure, on a un tempérament, enfin ça me parle ce que tu dis, on a un tempérament qui est très apparemment je suis un petit peu comme toi au niveau de hypersensibilité ou exaspération des émotions, enfin je pense qu'il y a plein d'étiquettes qui peuvent être données par rapport à ça. Et c'est je discutais dans un live l'autre soir. Alors c'est usant de ouf. C'est usant de ouf parce que ouais, comme t'as dit, chaque chose doit être vécue à 2000%. Mais le bon côté des choses, c'est que je trouve qu'il y a une sincérité absolue dans le fait d'être comme ça. C'est que t'aimes quelqu'un, tu l'aimes très très fort. Tu détestes quelqu'un, tu le détestes aussi fort. Mais je veux dire, quand tu es comme ça, j'ai l'impression que c'est difficile de faire semblant. Vu que les émotions, elles décident de prendre le dessus par-dessus tout. C'est difficile d'en avoir le contrôle, et ça fait, je pense, de nous, ou de eux, ou peu importe qui est comme ça, des gens très très humains en fait, très très humains, et qui ont une excellente lecture des autres humains. Quelqu'un de très très sensible, il va pouvoir déceler un peu de tristesse chez quelqu'un, juste peut-être sur une façon de dire. Alors, c'est usant parce que tu vas peut-être te mettre à analyser tout le monde, mais c'est des fois un sujet que j'aime bien rabâcher pour donner un petit peu de l'espoir. Moi, j'ai tendance à croire qu'on chasse pas sa nature, et je pense que si t'es comme ça, après, je suis pas médecin, mais je pense que ça fait partie de ta nature, t'es comme ça. Et d'une fois que tu peux pas faire autrement, il faut en voir comme un super pouvoir. Et moi, des fois, je suis trop content d'être comme ça. Alors ça, c'est dans la courbe montante, parce que je suis avec quelqu'un et puis je me dis, putain, c'est fluide. J'arrive à le capter. Même s'il est pas du tout comme moi, j'arrive à comprendre s'il a un mal-être, s'il est bien, etc. Et j'adore ce feeling-là, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis d'un côté, ça peut aussi être notre pire ennemi. Parce que moi je sais pas, mais en tout cas en tant que gosse, j'ai souvent fait semblant de pas autant ressentir les choses. Et puis souvent quand t'es un peu différent, on va dire différent, mais effectivement quand tu ressens les choses intensément comme ça, on te dit mais c'est peut-être un peu trop. Ah ouais, on te t'es canalise. sensible, Ouais. c'est pas si grave que ça. Et puis du coup tu te mets à douter, de dire en fait j'ai l'impression que moi j'ai toujours eu l'impression que j'étais toujours trop. Ouais. Et puis ça m'a c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je fais du dev perso et puis que je fais là-dedans, parce que je me suis rendu compte que non, j'étais juste parfaite comme j'étais faite, et puis qu'en fait il fallait juste réussir à dompter et puis à comprendre ce comportement. Du coup, moi je partage aussi un petit peu ça. J'étais un peu trop tout, et j'ai pas, alors de l'ordre du conscient, je m'en rappelle pas, je pense. Je me souviens pas qu'on m'ait cassé à l'école. Mes parents, ils me disaient un peu que moi, j'étais turbulent, entre guillemets, de la classe. Je me faisais vite chier, etc. Mais c'est plus, pour en avoir partagé avec mes parents, c'est plus quelque chose qui ressort de leur ressenti. Après, peut-être ça a fait qui je suis aujourd'hui. Ça a peut-être changé quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de structures pour accompagner. Peut-être, alors, comme on dit des fois, peut-être trop à l'extrême, pour mettre sous des bulles des gamins qui sont juste des cassos. Mais... ouais, non, mais ça c'est aussi le souci actuellement, je trouve, c'est que en fait, on t'explique plein de choses et puis au final, tu choisis une étiquette. Ouais. Et ça, c'est vraiment, moi, je me bats vraiment contre les étiquettes. Je trouve que c'est dangereux parce que d'un côté, tu vas pas faire du dev perso pour te connaître ou pour t'aider, pour encore plus t'enfermer dans une case. Ouais. Et puis, ça peut être autant bon dans le sens où ça te déculpabilise et tu dis ouais, en fait, ok, je comprends plein de choses. Par contre, ça doit pas t'empêcher de faire des trucs et ça doit pas te donner non plus des excuses. Ouais. Et ça, c'est censé te donner une direction à prendre pour aller mieux, en fait. Ça, je dis aussi souvent à mes clientes et tout, c'est des moments où vous vous sentez enfermé et puis que ça vous culpabilise, c'est que c'est pas du tout juste. Ouais. Enfin, pour moi, non, c'est que ça doit pas être comme ça. Ouais. C'est toujours dans une quête d'avancer. Ouais, puis de mieux-être et puis d'essayer de nouveau un peu de cette nuance, tu vois. Mais je trouve que ça doit pas t'enfermer dans un truc où on te dit en fait t'es pas capable. Mais non, c'est pas vrai que t'es pas capable. Ouais. C'est tu dois avoir beaucoup de retours de gens, je pense, je crois que t'as une jolie clientèle quand même, ça marche bien, tu dois avoir beaucoup de retours de gens. En fait, c'est vraiment pour ça que je fais ça, c'est parce que ça fait du bien. c'est des gens ça fait de se faire saucer un peu aussi, c'est cool. Puis, en fait, ce qui est génial dans cette méthode et puis dans ce qu'on a développé aussi, c'est que tu te comprends toi, mais que tu comprends mieux l'autre.
Ouais. Et puis souvent t'as l'impression que les autres ils comprennent pas et tout. En fait, tu te rends compte qu'on a juste pas la même perspective. Ouais. Et Ouais. ça te permet aussi de capter la perspective de l'autre. Donc en fait, c'est aussi il y a un travail, ça forge l'empathie un peu de travailler avec le design humain. Ouais, c'est ça, parce que tu te dis, ah, mais en fait, il a pas fait ça, ou il m'a mal jugé, etc. En fait, tu te dis, mais lui, il est dans son truc. Et en fait, je pars aussi un peu du principe, et c'est ça que ça m'a beaucoup apporté, que je pense que les gens, ils font les choses de manière, en général, bonne pour eux. Et puis, Ouais. on a un peu ce côté égoïste, enfin, tous, tu vois, on agit un peu tous pour nos trucs. Ouais. Et puis, parfois, on est dans nos petites affaires, et en fait, on se rend pas compte que ça a blessé l'autre, et inversement. Et puis, du coup, ça va permettre de rééquilibrer un peu le truc. Et surtout que les autres, ils ont une influence sur notre vie, donc tout est un peu connecté au C'est ça. final. Et puis au final, l'autre, il a pas fait exprès de te blesser. Ouais. En règle générale, c'est assez rare quand même. Ouais. Je connais bien ça. C'est un petit peu similaire à la question d'avant, mais on parlait de vivre aligné, d'avoir une vision ou pas. Est-ce que toi, aujourd'hui, alors c'est un peu une question où on enfonce une porte ouverte parce que on a souvent la même réponse, mais je la pose quand même comme ça. Par rapport à ton succès, au fait que tu vas mieux, que t'es sorti de ta boîte, etc. Toi, aujourd'hui, à l'instant présent, t'as encore l'impression d'être encore en chemin ou t'as trouvé ta destination? Ah non, moi j'ai l'impression que c'est un travail quotidien. Et puis mon entourage aussi, il voit, mais je suis tout le temps en train de bosser sur moi en fait. Ouais. Donc tu penses que tu seras en chemin toute ta vie? Moi je pense, en fait, c'est ça que j'ai compris, c'est que tu peux pas te dire aujourd'hui je suis alignée. Après c'est pas non plus en mode vous allez jamais vous trouver, tu vois, c'est pas ça. Mais je pense que tu vois aujourd'hui peut-être je me sens ultra alignée sur ce que je fais, sur ce que je transmets. Je suis peut-être un peu moins alignée sur mon anxiété, enfin n'importe quoi. Puis peut-être que dans 6 mois ça va être l'inverse. Ouais. Donc je pense que c'est jamais trop un maquis. Voilà. Tu vois. Donc toute la vie on est en chemin. Ouais. Et puis il faut peut-être des fois être cool avec soi-même Ouais, parce que le chemin est long. Donc c'est ça. Puis tant que t'es bien dans tes baskets, que t'es bien aligné avec tes valeurs, que tu dis bon en fait là je suis déjà aussi dans un job qui me nourrit. En fait je pense que c'est ça la première chose dans tes relations, dans ton job, dans ta santé. Donc, quand tu te sens nourri et pas drainé, ouais. C'est déjà une bonne indication que t'es aligné. Ouais. Est-ce que toi tu aurais une théorie sur je me posais la question justement par rapport, alors l'anxiété, c'est un peu le sujet qui tourne autour, mais on peut plus généraliser ça sur le mal-être psy, voilà, qui englobe plein de choses. On dirait qu'il est beaucoup plus omniprésent dans notre génération, enfin, toi et moi, plutôt que par exemple celle de nos parents. Il y a des maladies qui n'avaient pas de nom à l'époque, l'anxiété n'existait pas trop à l'époque. Est-ce que toi, tu as une théorie du pourquoi maintenant? En fait, pourquoi à cet instant-là je pense tout simplement qu'on le nomme déjà. Peut-être qu'avant ça avait même pas la place d'exister. Et puis il y a des personnes qui ont senti une solitude infinie, je pense. Ouais. À mon avis, on dit aussi que c'est le mal-être de notre époque. Hein. Mais est-ce que c'est le mal-être de notre époque parce qu'on en a conscience, tu vois? Moi, j'ai quand même l'impression qu'avant c'était tu devais fermer ta bouche, t'avançais, tu étais dans le faire, tu vois. Il y avait, aussi toute cette génération après-guerre, ils ont dû reconstruire. Donc t'étais dans ce côté, pour moi, tu vois, j'imagine Udine, où t'étais en train dans le processus de reconstruire, de bosser, et puis je pense pas que t'avais beaucoup de place pour tes petits problèmes perso, tu vois. Ouais, ok. Donc en fait, c'est le fait qu'on ait l'occasion de prendre soin de nous qui met en lumière nos problèmes. Moi, je pense. Et puis à mon avis, il y a dû y avoir beaucoup de gens avec des souffrances silencieuses et qui étaient peut-être ça devait être difficile, quoi. Ouais, parce moi, que je suis très contente d'être dans cette période, on a de la chance. On a le droit de parler, on a le droit de. C'est vrai que c'est. Mais ça peut. En tout cas, je me rappelle quand j'étais vraiment dans un mal-être très très profond. T'as l'impression de vivre une certaine apocalypse dans ta tête et tu commences aussi à comprendre que beaucoup de gens vont pas bien et puis dans ces instants bien sombres tu te dis mais putain, il y a le monde court à sa perte en fait et qu'est-ce qui fait que tout le monde est triste, tout le monde est malade, pourquoi il y a autant de gens qui prennent du Xanax et tout et quand ça va pas tu vois que ça en fait, tu vois vraiment ça en masse. Après moi j'ai eu un peu en remontant la pente, j'ai eu un regard d'espoir
sur le monde. Et maintenant que j'ai l'occasion de plus côtoyer de monde via le canap', j'ai un petit peu ce retour à la réalité par rapport au retour que je fais, par rapport au petit succès que le canap' a eu assez rapidement. C'est qu'en fait, il y a quand même une grande partie des gens qui vont pas bien. Ou alors, est-ce que tout le monde va pas bien? Tout le monde est cassé d'une certaine façon. Et puis, on leur donne une voix à ces gens. J'ai encore de la peine un peu à mettre le doigt sur la raison pour laquelle ça ressort sous les temps de temps, justement. Cette vague de gens qui vont mal, en fait. Bah, tu vois, la première séance, parce que moi, j'ai repris une psychothérapie au début d'année. Ouais. D'ailleurs, j'ai trouvé un psy juste incroyable. Et puis, au début de ma première séance, je dis, mais en fait, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que j'ai plein de trucs, et je me suis vraiment investie. Hein. Franchement, voilà, j'ai fait beaucoup de choses, puis j'ai l'impression que j'arrive toujours pas à dépasser certaines peurs et certaines choses. Et puis, j'ai l'impression que les gens, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes. Ouais, Il ok. m'a dit, mais en fait, ça, c'est une illusion. Et je pense pas que c'est plus facile pour d'autres personnes. Et je pense que on n'a pas forcément conscience, mais il y a des gens qui, à mon avis, processent beaucoup de choses en silence. Et puis, sans oser le partager, tu vois. On se compare beaucoup, hein. C'est ça. On se compare beaucoup, Ouais. hein. Ouais. Par rapport aux autres, dans ton parcours, c'est hyper inspirant ton parcours. À quel point au tout début, on parlait du regard des autres, et en fait, ton parcours, il est quand même un peu atypique. On est en dehors du cadre classique d'un être humain, surtout en Suisse, star, machin, le job, etc. Et t'as choisi cette quête de liberté absolue dans un domaine un peu de niche, tester machin, la vente en ligne, etc. Tu testes des méthodes pour aller mieux, etc. Comment t'as vécu le regard des autres par rapport à ça? Ta famille, les gens sur Internet qui sont cons. Enfin, tout ça, comment tu l'as vécu? Et si ça a été dur, comment t'as pu passer au-delà de ça pour en être là aujourd'hui et puis être méga stylé? J'aime bien cette question, merci. Déjà, avec les amis, je me suis repris des trucs dans la gueule assez difficiles. Et puis, en fait, j'ai compris que quand tu prends la parole, quand tu parles, parce que moi aussi, j'ai décidé de parler des sujets faibles, de l'argent, de la réussite. Ah, ça dérange, ça. Ça me dérange beaucoup. Et puis, surtout, quand tu fais des choses en ligne et que tu voyages, t'es forcément une scammeuse, tu vois. Alors que moi, c'est toutes mes valeurs opposées. Et puis, Natacha aussi, c'est quelque chose... mon associée Natacha, c'est hyper important en fait pour nous d'avoir un cadre sûr, un cadre où tu vas en avoir pour ton argent, où tu vas être encadré. Enfin, en fait, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Oui. Et puis quand tu as des personnes qui comprennent pas ça, au début, c'est un peu déstabilisant. Ça m'a aussi rendu pas très bien. Et puis, au fait, tu te rends compte à quel point ça m'a apporté de façon personnelle. En fait, j'ai réussi à réaliser mes rêves. Et en fait, c'est plus fort que tout. Et tu te dis, mais qui sont pour... Mais il faut passer cette étape où on te dit... c'est de la merde, t'es qui pour faire ça. Ça m'a fait douter. Et puis surtout, tu vois, je fais du design humain, ça peut paraître perché. Ouais. Et puis, on a même eu des mots comme quoi, c'était des sectes, des choses ultra dures. Ouais. Et alors que... Les gens, ils ont peur de l'inconnu. Et puis après, il y a aussi tout le côté mauvais d'Internet où c'est hyper tendance maintenant, les ventes de formation, des trucs à des prix astronomiques, justement, qui te vendent des solutions miracles. Ah ouais, puis il y a eu beaucoup d'abus aussi. Ouais. Donc, on paye aussi pour les abus qu'il y a eu. Et puis, ma famille, pendant longtemps, ils m'ont demandé quand est-ce que j'allais trouver un travail. Donc, tu vois, c'était pas forcément... Et puis, c'est difficile de dire... C'est dur, c'est comme ça. Sur l'internet. D'où ça te sort et tout. Ouais. Et puis, tu vois aussi, j'ai beaucoup voyagé en travaillant. Donc, en gros, j'avais juste besoin de mon ordi. On est parti 6 mois en Thaïlande et tout. Puis, les gens, en fait, ils pensaient que j'étais en vacances tout le temps. Sûr. Ah, mais ça. Et non, j'étais pas en vacances. Je bossais, quoi. Et j'ai vraiment bossé comme une malade. Ouais. Ça, je peux comprendre. Moi, je vois que ça énerve beaucoup de gens. Ça énerve certains, justement, moi qui, avec mon métier de dessinateur, je peux travailler partout, j'ai un ordinateur. Et là, ils disent, oh putain, t'as la belle vie. Et au début, ça rend fou. Ouais, ça rend fou. C'est des remarques qui sont injustes, mais c'est, je pense, des gens qui comprennent pas. Non, et puis au début, ça... je peux travailler partout, j'ai un ordinateur. Et là, ils disent, oh putain, t'as la belle vie.
Et au début, ça rend fou. Ouais, Ça mais rend en fou. fait, C'est des remarques qui sont injustes, mais c'est, je pense, des gens qui comprennent pas. non. Et puis tu sais, au début, ça me touchait un peu. T'as la belle vie, t'as de la chance. Mais en fait, tu te dis, mais tu sais quoi? Franchement, essaye juste pendant 6 mois et on en reparle. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà. Et puis, en fait, tu connais tes valeurs et t'avances. Ouais, Et ouais. au final, au moins, j'aurais pas ce regret-là de pas avoir essayé, de pas avoir osé. Ouais. Parce que psychologiquement, c'est dur de passer outre la non-validation de quelqu'un de proche. C'est tellement dur, en tout cas personnellement, c'est un exercice qui est pas facile. C'est que d'avoir une envie, un projet qui a du cœur pour toi et puis qu'on te le valide pas, il faut énormément de courage pour passer outre et dire, tu sais quoi, t'es pas content, peut-être je me plante, peut-être je me plante pas, c'est le bon moment pour le faire. Et enfin, si je peux passer un message par rapport à ça, il faut le faire quoi qu'il arrive en fait. Parce que, alors moi ça m'a, même si moi à l'époque je voulais être graphiste aussi, et j'ai pris 6 mois sabbatique pour lancer ma boîte de graphisme, j'ai floppé de ouf. Je suis arrivé, mais l'expérience de trop stylée en fait que ça m'a appris. Et sur le moment, bah voilà, je me suis dit que j'ai passé pour une merde parce que on m'avait dit fais attention, t'es pas graphiste, machin et tout. Puis j'ai dit voilà. Mais aujourd'hui, mais c'était la meilleure idée que j'ai pu avoir parce que ça m'avait mis un petit peu le pied dans l'entrepreneuriat. Déjà, c'était il y a 10 ans, tu vois. Et j'ai appris énormément de choses et j'ai l'impression qu'il y a. Après, je dis pas. Enfin, si tu mets en danger toute une famille en ayant un projet, puis que ça te met dans la merde financièrement, je dis pas. Mais c'est quand même cool de faire des trucs. Et ah ouais, non, mais faut tester. De toute façon, au pire, tu te foires. Encore une fois, le but, c'est pas de se mettre en danger, ni financièrement, ni physiquement. Enfin, voilà. Ouais. Mais par contre, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que bon, franchement, moi qui venais de pas faire la généralité, là, j'en fais une. Allez, qui c'est qui va prendre? C'est que dans 100% des cas, en général, c'est la peur de tes proches. Fais pas ça, c'est une mauvaise idée, il y a déjà trop de place. Et souvent, j'ai entendu mais ça 1000 fois, du coaching, mais pourquoi tu fais du coaching? C'est saturé le marché et tout. Ouais. Non, c'est pas saturé. En fait, je pars du principe que, enfin, tu vois, il y a combien de coiffeurs dans une rue ou de fleuristes? Ouais. En fait, si t'as ta niche, t'as ton truc, t'as tes clients, moi, je pars vraiment de ce principe-là que ça va fonctionner. Moi, j'ai développé une strat avec mon entourage par rapport à ça. C'est que je vais demander conseil aux gens à qui ça m'arrange. Moi, je connais déjà qui va me donner quelle réponse. Ouais, voilà. Donc, du coup, tu pries de base. Moi, j'ai un pote, il est dépensier. Il claque son pognon comme ça. Et puis, si je veux m'offrir un truc et je culpabilise un peu, je vais écrire à ce pote en lui disant, ah, écoute, faut que je te parle d'un truc, je vais avec un mal-être et tout. Parce que je sais qu'il va me dire, mec, achète-en 2. Non, t'as raison. Puis si je sais que je dois faire preuve de sagesse, bah, je sais que j'ai quelqu'un de mon entourage. Mais moi, ça m'avait fait quand je suis parti du bureau d'architecte dans lequel je travaillais pour me lancer. Et j'ai demandé à tout le monde. Et je me rappelle qu'au fond de moi, je voulais tellement le faire que peu importe ce qu'on m'aurait dit. J'ai eu du 50-50, j'ai eu des gens un peu sécures, etc. On m'a dit, ah, fais quand même gaffe, machin et tout. Mais c'est dingue qu'on ait besoin de cette validation. Enfin, peut-être les gens comme moi, aient besoin de cette validation alors qu'au fond de toi, la décision, elle est souvent déjà prise. Bah, c'est ça. Et ça, c'est un truc que je vois hyper souvent avec mes clientes. Franchement, c'est une des problématiques principales. C'est que, en fait, au fond d'elles, elles savent. Et surtout dans le dev perso, dans l'énergétique, parce que j'ai beaucoup de kinésiologues, etc. Ouais. En fait, elles savent qu'il y a quelque chose de plus fort qu'elles qui les appelle, et puis elles ont des intuitions, elles sentent aussi qu'elles ont cette envie-là d'aller accompagner les gens, etc. Ouais. Et puis, en fait, elles n'osent même pas assumer, déjà, premièrement, à elles-mêmes. Et puis déjà, il faut déjà avoir de la force et du courage de dire, en fait, peut-être que dans la voie dans laquelle je suis actuellement, c'est pas juste. Ouais. Et c'est pas évident, tu vois. Peut-être qu'un jour, tu vas te poser, tu vas dire, en fait, ça fait 20 ans que je suis dans un job que j'aime pas, j'ai pas fait les bonnes études. Et en vrai, ça demande beaucoup de courage. Ouais. Et il y a un truc dans ton domaine, enfin, je dis plus la généralité de ton domaine, qui des fois me fait un peu mal au cœur, c'est que dès que quelqu'un travaille dans un domaine un peu de médecine naturelle, médecine alternative, méthode un peu alternative, des choses qui sont pas très scientifiques, les novices, pas les novices, mais je veux dire les gens qui débutent dans ce milieu, au lieu d'être fiers de faire un nouveau truc, ils en parlent très peu, ou ils disent mais tu sais, c'est pas un truc bizarre, etc. Et c'est dommage parce que, alors, moi de juger parce qu'il y a des gens qui sont très pragmatiques, qui vont dire, ouais, comme t'as dit tout à l'heure, ouais, ta secte et tout, machin.
je pense que les gens qui te jugent comme ça, juste en ayant l'intitulé du truc, sans savoir ce que c'est, je pense que c'est peut-être un peu des cons. Et puis, enfin, voilà. Mais je remarque qu'il y a vraiment une similitude. Dès que ça sort un petit peu des sentiers battus, les gens, soit ils veulent pas te partager ce qu'ils font, soit ils disent, oh, mais tu sais, c'est pas bizarre, hein. Et moi, la première aussi. Et puis, ouais, et la famille. Parce que c'est pas évident imagine si, ton mari ou peu importe tes parents, ils trouvent ça complètement à côté de la plaque et puis en fait ils ont encore plus peur pour toi parce qu'ils se disent déjà j'ai pas compris. Ouais. De deux, elle commence à faire un truc hyper bizarre donc c'est super dangereux, tu vois, donc ça rajoute une couche puis même peut-être que toi t'as pas encore assumé que c'était ce que t'avais envie de faire. Ouais. Et ça c'est un truc que je vois, c'est que au niveau de l'anxiété ça ajoute une couche parce que du coup tu te sens de moins en moins légitime et ça se reflète aussi au niveau des tarifs. Ça c'est un truc que je vois. C'est qu'elles osent pas même se faire payer pour ce qu'elles font parce que du coup, tu vas aider l'autre. Donc, pourquoi est-ce que je vais demander de l'argent et en fait, tu peux pas te positionner. Et dès le départ, tu commences avec plein d'inquiétudes et ça, c'est dommage, quoi. Ouais. Pour la suite, t'as l'air d'être sur le bon chemin. En tout cas, t'as l'air d'avoir trouvé quelque chose qui te fait du bien dans la vie. En tout cas, d'être, je pense, dans une phase qui te fait du bien. Et comme on a dit tout à l'heure, comme disait mon pote, c'est très cyclique. Des fois, t'es très en haut, des fois, t'es très en bas. Du coup, la question à la base, c'est est-ce que t'as des moments de doute? Vu qu'on a parlé, là, c'est très certainement. Mais du coup, ces moments de doute, quand on a créé tout ça, quand on a travaillé sur soi, qu'on comprend un petit peu comment on fonctionne, qu'on est toujours en train de travailler, comment on les gère, ces moments de doute, sans remettre en question tout ce qui s'est fait jusqu'à présent? En fait, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, puisque j'ai créé, ça m'a donné un super pouvoir. C'est con, hein. Ouais. Mais en fait, si tu veux, c'est ce truc où j'avais une idée dans la tête et en fait, j'ai réussi à la matérialiser. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un truc magique. Ouais. Tu vois. Et en fait, quand t'as compris ce truc, même au niveau de tes proches, genre t'as une idée, tu t'appelles et ça s'actionne derrière. Et en fait, c'est tout le temps ça l'entrepreneuriat, c'est résoudre c'est mettre en place des idées. Ouais. En fait, ça me fait plus peur parce que je me dis peu importe ce qui va se passer, j'ai cette capacité entre guillemets là de pouvoir peut-être construire quelque chose de différent ou parce que moi ça m'a beaucoup rassurée. Avant, j'étais dans la panique et si tu veux, je me sentais dépendante de la société, dépendante d'un travail. Si j'avais besoin de me payer quelque chose dans la santé ou peu importe, j'étais tributaire de ce salaire-là et puis ça me bloquait complètement. Ouais. En fait, ça m'enfermait. Et le fait de me dire, en fait, j'ai le pouvoir de créer, ça me libère. Donc aujourd'hui, tu n'as plus de doute par rapport... Alors j'ai des doutes, oui. Mais en général. Voilà, ça m'arrive, mais non, maintenant, en tout cas, je suis persuadée de ce que je fais, et puis ça, c'est sûr et certain. Il y a personne qui, même, on me reçoit tous les jours, des commentaires pas gentils et tout. Je commence à en avoir mes premiers. Ouais, moi, je suis content. C'est la portion du succès. Et non, en fait, c'est bien. Et voilà. Donc, tu sais pourquoi tu l'as fait, tu sais ce que tu vaux, et tout, peut-être tu le fais avec intégrité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tu restes droit dans tes bottes, quoi. Et puis la suite, quand on est stylé comme toi, c'est quoi la suite? En fait, c'est quoi la suite après? Ça, c'est un peu le problème. Et je pense que c'est aussi dans l'intensité, c'est que, en fait, ça, c'est quelque chose que je dois travailler, c'est que je vois jamais les victoires, en fait. Tout d'un coup, au bout de 6 mois, je me retourne et je dis, c'est stylé, quoi. Faut se retourner de temps en temps, juste. Mais t'as l'impression que tu dois toujours mieux faire parce que je suis beaucoup dans la solution, dans le fait d'aller toujours un peu plus loin. Comme je te parlais avant de ma zone de confort, j'aimerais toujours un petit peu la faire grandir et tout. Et puis, des fois, j'oublie d'où je viens. Ouais. Donc, c'est important. Ça fait du bien de jeter un œil. C'est ça. Mais jusqu'à présent, on a parlé de, l'avant, le pendant, et puis, du coup, l'après de Aude et Oralima. Est-ce que toi, du coup, t'as des projets à venir, ou est-ce que, t'es en phase de stabilisation du projet? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est prévu pour la suite? C'est vrai que là, on est en phase de stabilisation. Donc, le but, c'est toujours d'agrandir notre communauté, de pouvoir aussi parler du design humain au plus de monde possible, parce que c'est un outil peu de monde connaissent. Donc, ça, c'est important pour nous. Et puis aussi, on a beaucoup fait du digital en ligne. Et j'ai vraiment cette envie d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir aussi peut-être organiser des choses, des conférences, en tout cas autour du développement personnel, parce que je sens que les gens, ils ont besoin aussi
de renouer. Ouais. En tout cas, je te le souhaite, hein. Je te le souhaite de fou. Merci beaucoup. On arrive gentiment au bout et puis je vais instaurer dans le podcast une question rituelle. Trop bien. C'est 2 questions que je vais poser c'est 2 questions que j'aime bien poser aux gens, que j'ai eu poser aux gens en général, et je vais essayer de la poser à chacun de mes invités. Alors si tu es d'accord, je vais te les poser. Donc la première c'est qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 20 ans? Je dirais arrête d'avoir peur, meuf. Ça c'est stylé. Tu te vois débarquer, petite table sur l'épaule, dire c'est bon là, putain. Tout va bien se passer. Et puis l'autre question, c'est une question qui m'est aussi chère, c'est quoi pour toi le bonheur? Oh, c'est une question vaste, hein. Oui, j'ai décidé de la poser parce que j'en ai parlé récemment dans une petite capsule vidéo, puis sur un article sur mon blog où j'avais pendant longtemps une définition du bonheur, et puis remettre ça en cause, changer ma vision du bonheur, elle a été extrêmement importante dans mon mieux-être, et je serais curieux et je suis intimement convaincu qu'absolument tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour en quête de bonheur. Tu travailles pour gagner de l'argent, pour être heureux, pour être stable, pour être heureux. On fait un podcast pour faire des trucs pour les gens, pour être heureux, si les autres sont heureux, on est heureux. Voilà. Donc je suis convaincu que c'est la raison de vivre, c'est d'être heureux. Je sais pas s'il y a des gens vraiment qui font exprès d'être malheureux. Et c'est pour ça que c'est une question qui a de l'importance. Si t'as pas la réponse, c'est pas grave. Mais pour toi, du coup, c'est quoi cette raison de vivre? C'est quoi le bonheur? Bon, alors peut-être ça peut paraître cliché comme ça, hein. Mais pour moi, le bonheur, c'est souvent dans des choses qui sont très simples. Et souvent, t'as l'impression que c'est des trucs de fou. Même quand t'as envie de te faire plaisir, t'as l'impression qu'il faut faire des trucs de dingue, il faut organiser des choses spéciales, etc. Puis souvent, c'est des petits trucs qui te font vraiment kiffer. Et en fait, moi, quand je sens que je suis vraiment heureuse et que je suis en train de vivre un instant de bonheur, c'est quand il y a tout qui s'arrête autour de moi, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, et que je suis juste bien. Dans le moment où je suis là, c'est trop joli. Souvent, quand ça arrive, c'est pas dans des moments de hyper fancy, tu vois. C'est assez simple. Et c'est ça. Et c'est difficile de les anticiper aussi. Exactement. Des fois, ils deviennent comme ça. En fait, c'est un peu un enchaînement de choses. Et puis souvent, j'ai l'impression que tu le provoques. C'est-à-dire que t'as avec les bonnes personnes, au bon endroit, t'as mis les bonnes choses en place. Donc, je pense que c'est un peu plein d'alignements de petites choses qui donnent cette étincelle magique. Merci. Du coup, on arrive au bout de cet épisode. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Moi, j'aimerais, si tu peux faire le mot de la fin, savoir où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu veux partager. Oralima, tes choses perso. Et puis du coup, terminer par le mot de la fin, en fait. Merci infiniment, et merci aussi de pouvoir ouvrir la parole sur tout ce qui est santé mentale, anxiété. Je pense que ça manque cruellement, donc merci d'ouvrir la parole autour de ça, parce que je trouve que c'est un monde tabou. Et puis c'est un honneur pour moi de partager ça avec toi, et puis en plus d'être invité chez toi, donc merci beaucoup. Et si ça vous intéresse, le design humain, nous on en parle beaucoup sur oralima.ch sur Instagram, et puis on a aussi un podcast sur Spotify qui s'appelle Impact et Entreprend. Voilà. Et puis là on partage plein de petites choses aussi du business, pas que du design humain. Alors je tâcherai de partager ça, les liens sur la vidéo. En tout cas, merci Aude. C'était hyper important pour moi de t'avoir, parce que cool. Quand j'ai lancé le canap, c'était une petite idée en tête. Depuis longtemps, et puis moi j'étais pas au courant de Oralima. Ça faisait un moment qu'on se connaissait, mais tu m'en avais peu parlé. T'étais très humble et très discrète, et quand tu m'as partagé ce que c'était vraiment, quand tu m'as montré, j'ai trouvé ça tellement stylé, ça m'a donné le coup de boost de vouloir faire un truc. Et puis après voilà, on l'a fait ensemble, enfin on a partagé ensemble, donc si c'est grâce à toi que j'ai lancé Canapé, donc je suis hyper content de toi. Ça me fait trop plaisir, et vraiment je te souhaite énormément de succès, puis je suis sûre que ça va trop bien résonner, donc j'ai hâte qu'on en reparle dans 5 ans. Et merci. Merci beaucoup.